Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Non, il n'y aura pas de troisième plan de rigueur sur le gouvernement. Malgré les sombres perspectives de croissance de l'OCDE, les mauvais chiffres et la menace de dégradation de la note française, l'exécutif tient bon. Alors est-ce un excès de confiance ou au contraire un pari risqué sur un avenir incertain? Nous poserons la question à notre invité ce soir. C'est le patron des petites et moyennes entreprises, Jean-François Roubaud, qui nous dira aussi et surtout comment se portent ces PME en pleine tempête économique. Et puis l'agriculture fait son entrée en campagne. En déplacement dans le Gers, Nicolas Sarkozy charge, je cite, le sectarisme des Verts dans ce domaine. En réponse, les écologistes l'accusent ce soir d'avoir abandonné les agriculteurs qui eux-mêmes dénoncent par la voix de Xavier Belin, président du premier syndicat d'agriculteurs français, l'accord PS Vert, nuisible selon lui à la compétitivité de ce secteur. Et puis les braqueurs mettent le feu à Marseille. Les derniers faits divers révèlent le surarmement des malfaiteurs prêts à tout, même pour de petits butins. Des braquages de plus en plus sanglants, mais sont-ils plus nombreux? Réponse de notre invité ce soir, Cyril Rizk. Il est responsable des statistiques de l'Observatoire national de la délinquance. Nous évoquerons aussi avec lui la délinquance des mineurs qui tourne ce soir à l'affrontement politique. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une décision très attendue en Grèce. Le prêt de 8 milliards d'euros, vital pour éviter au pays de se retrouver en faillite, sera débloqué par la zone euro. La décision a été actée ce soir lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Ces derniers se réunissent au moment où Paris et Berlin avancent également sur l'idée d'un mini-pacte de stabilité réservé à quelques pays. Tous les détails avec Elsa Bertolomé. Un nouveau pacte de stabilité et de croissance, c'est la contrepartie exigée par l'Allemagne à la France. Depuis plusieurs mois, Nicolas Sarkozy tente de convaincre son homologue allemande d'être plus flexible sur le rôle de la Banque centrale. Peine perdue, Angela Merkel refuse toujours que la BCE intervienne dans la résolution de la crise. Sauf si les États membres réalisent plus d'efforts et s'astreignent à un nouveau pacte de stabilité. Tout ce qui peut aider à faire avancer les choses dans le domaine des finances actuellement, tout ce qui peut faire avancer quelque chose, c'est une bonne idée. De toute façon, on en a besoin. Il reste à voir encore si l'Allemagne peut aller jusque-là, alors qu'elle a été réticente jusqu'au bout. Moi, je pense qu'elle a fait des pas dans la bonne direction, parce qu'elle est aussi obligée. Une réforme de la zone euro se prépare donc à Bruxelles. L'intervention de la BCE aura un prix. L'Allemagne réclame la mise en place d'un pacte de stabilité renforcé, réservé à quelques pays de la zone euro, les 9 détenteurs du triple A. Parmi eux la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande ou encore l'Autriche, une sorte de club des pays les moins touchés par la crise. Ce que propose l'Allemagne, c'est une Europe à deux vitesses où il y aurait une zone de pays vertueux qui pourrait bénéficier sans doute de l'intervention de la Banque centrale et une zone où les pays moins vertueux seraient soumis sans doute aussi à la discipline budgétaire, mais sans la possibilité de recourir à cette arme de dissuasion qui est l'intervention de la Banque centrale. Si l'idée de ce pacte est adoptée, le traité de Lisbonne aura besoin d'être réformé. Les discussions devraient prendre plusieurs mois avant d'aboutir, sans doute trop tard, au goût des marchés. Et puis, halte au feu, a dit ce matin sur Europe 1 le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé qui tente d'éteindre le début d'incendie entre Verts et socialistes après avoir lui-même soufflé sur les braises, ce qui agace beaucoup de responsables à gauche et notamment les sénateurs socialistes. Petit tour d'horizon avec Fabrice Cunet. Le Sénat n'échappe pas à la règle. Ici aussi, les rapports entre le groupe socialiste et les élus verts sont parfois tendus. Alors les récentes attaques contre François Hollande et l'accord entre les deux partis ne passent plus. Ça devient parfois un peu agaçant, même insupportable. Je dois dire que ce comportement de donneur de leçons, vous faites comme nous disons et c'est bien, vous faites autrement, c'est mal, ça commence vraiment à nous fatiguer. Celui qui cristallise les critiques, c'est évidemment Jean-Vincent Placé. Lundi encore, le sénateur de l'Essonne demandait à François Hollande de rectifier le tir. Une nouvelle injonction, pas du tout du goût des sénateurs socialistes. Je crois que ça fait partie du personnage de toujours un peu faire monter le ton pour essayer d'obtenir le maximum. Je ne pense pas que ce soit le moment et la bonne méthode dans le contexte économique, social où nous sommes aujourd'hui. Message entendu et mis au point ce matin. François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, s'est entretenu avec le porte-parole des Verts. Ça y est, donc les choses sont au clair, mais il faut pas se laisser aller à de tels propos. Je lui ai dit, il en est convenu, donc
on n'en parle plus, la page est tournée et on se concentre sur nos propositions et notre opposition à la politique de Nicolas Sarkozy. Malgré cette confiance affichée, beaucoup de sénateurs socialistes se montraient sceptiques, qualifiant Jean-Vincent Placé d'ingérable. Et aujourd'hui, le premier syndicat agricole français, par la voix de son président, Xavier Belin, dénonce l'accord signé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Il évoque un accord nuisible dans une lettre à François Hollande rendue publique tout à l'heure. Nos invités ce soir, dans un instant, c'est l'entretien du 22h avec le président de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Jean-François Rebaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Nous évoquerons ensemble, bien sûr, l'état de santé des PME dans un instant. Mais d'abord, l'éclairage de Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jean-Louis, on va parler ce soir d'une nouvelle mesure. Le gouvernement et la majorité UMP se sont mis d'accord sur une baisse des indemnités maladie dans le secteur privé qui concerne les salaires de plus de 2500 € bruts par mois. Cette initiative devrait rapporter 150 millions d'euros aux finances de l'État. Elle remplace la proposition sur le 4e jour de carence. Finalement, l'État a trouvé ce qu'il cherchait. Oui, mais alors l'ampleur du débat, l'intensité du débat est assez révélateur de la situation financière, parce que vous avez un budget de la sécurité sociale qui doit faire autour de 600 milliards d'euros par an, l'assurance maladie c'est 300 milliards d'euros par an, la question qui est visée c'est évidemment les indemnités journalières pour arrêt maladie, ça doit faire 6 à 7 milliards par an, et voilà un mois de débat, 4 sortes de propositions pour trouver 150 millions d'euros, c'est vous dire, je crois, à travers cette petite histoire, que la situation financière est quand même tendue. Alors au début, pour trouver ces 150 millions d'euros, il avait été question de réformer l'ensemble du type d'indemnisation, de calculer l'indemnisation des journées perdues pour maladie. Ça a été le tollé, les smicards vont voir leur salaire diminuer à cause de cela, donc on a abandonné cette réforme. Et puis on est passé à une deuxième réforme qui dit, bon ben alors, au lieu d'avoir 3 jours de délai de carence, on va en avoir 4, un jour représentant 150 millions. Et puis là, on arrive donc à la dernière proposition. Au lieu de baisser les indemnités journalières de tous les salariés, on réduira simplement celles des gens qui gagnent, des salariés qui gagnent plus de 2500 € bruts. Donc on va plutôt taper sur le haut de la fourchette et on va enfin trouver ces fameux 150 millions. Et combien de personnes concerne cette mesure? Alors 2500 € bruts, ça fait à peu près le tiers des salariés. Donc évidemment, ça fait quand même pas mal de monde. C'est pas personne, c'est pas les riches, c'est quand même des salariés en masse importante. Alors si vous voulez, on peut calculer de la façon suivante. Dans le premier système qui avait été proposé, un smicard aurait perdu 4 euros, 1 euro par jour, aurait perdu 1 euro par jour. Dans le système qui nous est maintenant proposé, c'est une perte de 8 euros par jour pour les gens qui gagnent 2500 €. Alors, c'est pas 8 euros, on peut toujours dire que c'est pas la mer à boire, surtout lorsque vous êtes un salarié d'une grande entreprise où très souvent, pendant un bon moment, dans la grande entreprise, on vous compense totalement ce que vous perdez, mais il y a quelque chose de significatif. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement qui cherche des sous partout a surtout eu recours à la fiscalité, c'est-à-dire qu'il a pris le prélèvement, l'augmentation des impôts sur les couches supérieures, le fameux taxe exceptionnelle de 3 voire 4% pour les très hauts revenus, allant jusqu'à 500 000 €, mais pas seulement. Vous avez également, quand on va farfouiller dans les niches fiscales, la réforme des fiscalités immobilières, les prélèvements sur les dividendes, tout ça, ça touche des couches qui ne sont pas à des niveaux extrêmement élevés, même si ce n'est pas les plus défavorisés, bien entendu. Et là, ça c'était sur les prélèvements. Or voilà maintenant qu'on touche à un problème de redistribution. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le pompage, mais c'est dans la redistribution où là, elle devient un peu, quelque part, inégalitaire, puisque les gens qui gagnent 2500 € seront moins bien indemnisés relativement à leurs revenus que ceux qui gagnent encore moins. Donc on entre dans quelque chose qui est un petit peu nouveau à un moment où il y a un débat sur la mise sous condition de ressources des allocations familiales, par exemple. Donc on peut dire quelque part que le quinquennat de M. Sarkozy n'aura pas été favorable aux couches moyennes, pas seulement supérieures, mais également les couches moyennes supérieures. Jean-François Rebaud, votre avis sur cette mesure? Il y a peut-être une remarque quand même, parce que vous parliez des salariés, mais c'est quand même l'entreprise qui va le payer, parce que l'indemnité journalière, elle est complétée par obligation par l'entreprise pour pas que le salarié soit
baisse ses revenus. Donc c'est l'entreprise encore qui va payer. Alors après l'annualisation des heures supplémentaires défiscalisées pour le salarié, qui a coûté quand même 600 millions aux entreprises, les mesures que vous venez de citer, on charge la barque de manière un petit peu par petits morceaux. Est-ce que vous dites que c'est la moins pire des mesures finalement? Parce qu'on sait que les entreprises, les petites entreprises notamment, avaient dénoncé le 4e jour de carence qui devait au départ. Donc est-ce que c'est pas la moins pire des mesures pour vous? Oui, mais à chaque fois qu'on rajoute des moins pires des mesures, ça fait quand même au total des mesures qui sont quand même désagréables pour l'entreprise dans un moment où elle est à un certain nombre de contraintes, c'est le moins que l'on puisse dire, si vous voulez. Donc on a un vrai souci quand même. Alors je vais vous citer une phrase. Il sera plus demandé aux grands groupes qu'aux PME. La phrase est du Premier ministre François Fillon. C'était à la rentrée, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il avait détaillé les mesures de rigueur à venir. Est-ce qu'il a tenu parole? Écoutez, il a au moins tenu parole sur un point, c'est l'impôt société, puisque vous savez que l'écart entre ce que paye réellement une grande entreprise en impôt société est important par rapport aux PME. Pour les grandes entreprises, en moyenne 8%, pour les grandes, environ 25 ou 27. Donc l'écart se réduit puisqu'elles seront imposées de 5% en plus, si vous voulez. Voilà. Donc on dit. Ça, mais il y a aussi le verre à moitié plein. Voilà. Et puis par rapport aux grandes entreprises, maintenant, il y a quand même beaucoup de problèmes à résoudre qui ne sont pas simples. C'est le problème de sous-traitants, donneurs d'ordre sous-traitants, par exemple. C'est le problème de tout ce qui différencie. On a parlé aussi dans les jours de carence, on a parlé de 4 jours, on est revenu à 3 jours, et on a dit on fait la parité avec le secteur public. Excusez-moi, 1 égale 3, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Donc on aurait pu peut-être faire 2 et 2, pour des problèmes d'égalité. Là aussi, il y a des inégalités. Alors on parle beaucoup de chiffres ce soir. Un mot aussi, c'est très important, sur le moral des chefs d'entreprise que vous représentez, de ce vaste tissu des PME. Comment vont-ils ? Écoutez, c'est très difficile de parler de comment vont les entreprises, de généraliser en quelques mots. Simplement, le moral n'est pas bon. C'est clair, l'inquiétude, elle est là depuis le mois de juillet, avec ce qui s'est passé à la bourse. On voit bien la situation par rapport à l'Europe et par rapport au monde. Il y a une véritable inquiétude. Ce qui m'ennuie plus, c'est les signes négatifs que l'on perçoit aujourd'hui. On a vu hier les chiffres du chômage. Rappelez-vous que fin 2008, on était aussi dans la même tendance. C'est-à-dire le chômage augmentait par des contrats CDD et l'intérim. On est dans la même situation aujourd'hui. Le problème du financement des entreprises, le financement des moins de 10 salariés a baissé de 6% sur ce mois-ci par rapport au mois précédent. Ça, c'est très important. Tout cela sont des indicateurs pour vous, voilà, les investissements, les sommes d'investissement baissent énormément. Alors là, je ne sais pas vous dire si c'est... Et donc, ça va aboutir à quoi tout cela, tout ce sombre tableau? Le pire n'est jamais certain, mais c'est vrai que l'inquiétude, elle commence à se sentir vraiment à travers les chiffres. L'inquiétude aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est leur chiffre d'affaires. Mon carnet de commandes. Et j'entendais le bâtiment comme vous ce soir qui disait on va avoir une perte d'activité d'environ 2% au plan national. C'est 35 000 emplois en moins. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir arrêter ce phénomène qui est sans doute un peu plus lent qu'il l'a été en fin 2008, qu'on a vécu de manière brusquement, parce que les banques à ce moment-là ont vraiment freiné. Les assureurs crédits ont bloqué des secteurs entiers. Aujourd'hui, c'est plus simple, c'est plus doux, c'est plus doux. Vous allez en parler. Je vais laisser la parole à Jean-Luc. Vous parlez des banques, c'est très important parce qu'on demande beaucoup aux PME justement de repartir, de réinvestir pour soutenir la croissance. Est-ce qu'en amont on leur donne les moyens de le faire? Le problème, il se pose presque autrement. Quand vous avez peur d'une situation économique, c'est pas le moment où vous allez investir une partie de vos réserves et de votre argent. Et c'est pas le moment où vous allez demander à des banques de l'argent pour investir dans des projets alors que vous n'êtes pas certain de l'avenir. Vous prenez les banques qui vous pardon prennent pas vous non, comprenez attendez, non, il faut être tout à fait honnête. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les banques aient fermé les crédits. Je ne dis pas que c'est pas plus difficile d'obtenir de l'argent qu'il y a 3 mois, parce que les banquiers aussi voient qu'il y a des risques supplémentaires, donc analysent davantage. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si c'est les entreprises qui ne demandent pas de financement, et j'en connais beaucoup qui ne demandent pas de financement à l'investissement, plutôt que ce soit un refus des banques. Il y a des refus des banques aussi, mais on n'en est pas au phénomène qu'on a vécu fin 2008. Jean-Luc Gombault. Est-ce que vous demandez un autre plan de relance, ça pourrait être une issue? Non, je crois que ce ne serait pas raisonnable de demander, dans l'état actuel des finances de la France, de l'Europe, un autre plan de relance. Ce qu'il faut, c'est de voir comment on peut redonner confiance à nos chefs d'entreprise, et ça c'est la situation de l'Europe qui le fait aujourd'hui, parce que qu'est-ce que va devenir cette zone euro? Qu'est-ce que va devenir la France avec son déficit énorme? Comment on va remettre la machine en marche? Je crois que vraiment, on a besoin de signaux forts et de réformes complètes, et pas de rustines, et pas d'emplâtre sur des jambes de bois. Justement, puisqu'on parle un petit peu de programme en période électorale, vous êtes, je suppose, très attentif aux propos et aux actes des uns et des autres. François Hollande, j'ai souligné ceci dans son programme, il se présente, je cite sa phrase, comme le candidat qui s'engage pour faciliter l'accès des PME au crédit en accordant sa garantie aux emprunts destinés à financer des investissements innovants et durables. Il est le candidat, dit-il, qui s'est engagé à batailler avec la Commission européenne pour préserver une partie de la commande publique de l'État et des collectivités locales aux PME et TPE.
C'est votre candidat? Oui, attendez, c'est pas mon candidat. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur mes Est-ce que ça vous va comme programme, disons? Non, mais attendez, ça peut être effectivement une partie intéressante parce que la partie réservataire des commandes publiques, c'est ce qui est aux États-Unis par le Small Business Act, qui ont 25% pour les petites entreprises. En France, il faut faire aussi attention à ce que l'on dit. C'est vrai pour certaines branches d'activité, dans l'électronique, dans des produits nouveaux. C'est pas vrai dans le bâtiment où la commande publique est déjà pour beaucoup plus de 25% réservée, pas réservée, automatiquement aux petites ou moyennes entreprises. Donc, il ne faut pas copier quelque part. Ceci étant, que l'Europe se charge d'imposer une partie réservataire des marchés publics dans un certain nombre de domaines, ça me paraît effectivement très important. François Hollande est sur la bonne voie. Quel bilan vous tirez des actions en faveur des PME du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Écoutez, il faudrait un catalogue complet parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises. Alors, elles n'ont peut-être pas été toutes aussi loin qu'on veut bien qu'on aurait voulu, mais quand même beaucoup de mesures ont été prises en faveur des PME. Et je crois quand même depuis 5 ans, les PME ont été réellement écoutées et on fait partie, j'allais dire, des mesures. Donc un bilan plutôt positif, si je vous écoute. Écoutez, il a été plutôt positif. Le malheur que l'on a, c'est que depuis 3 ans, on est rentré dans une crise épouvantable et je ne vois pas qui est-ce qui serait capable de nous en sortir rapidement. Même pas François Hollande alors? Même pas François Hollande, même pas, sans mettre de nom dessus. Si vous la situation, mais vous le savez bien, suffisamment compliquée pour dire comment faire. Mais il y en aura forcément parce que le temps. Ah. Tout est question de temps. Dernière question d'actualité, puisqu'elle nous arrive à l'instant, c'est le ministre du Travail, Xavier Bertrand, dans une interview à paraître demain dans Les Échos, qui se dit prêt à assouplir les règles autorisant les entreprises à recourir au chômage partiel. C'est une mesure de soutien à l'emploi. Ça vous rappelle quelque chose? Vous y êtes favorable? Ça me rappelle des mesures qui ont été prises en 2008. Oui, bien sûr, je suis favorable. 2008 Pardon? Fin 2008, des mesures... Oui, bien sûr. Ça fait partie des mesures que je demande de redémarrer, d'être prêt à partir. En ce qui concerne, si vous voulez, la médiation du crédit, que j'avais heureusement maintenu, c'était en février-mars de cette année, avec Madame Lagarde, on avait obtenu le maintien de cette organisation, que tout ce qui a été mis en place en plusieurs mois 2008 soit prêt à redémarrer dès que les entreprises en ont besoin. On en est là, la médiation du crédit, les réunions avec les préfets sur les territoires, le chômage partiel en est un, parce que le chômage partiel qui doit pouvoir être utilisé par les toutes petites entreprises pour éviter de licencier. Jean-Louis, dernière question. Il y a un débat actuellement sur la représentativité des syndicats qui est bouclé et maintenant on passe à la représentativité des entreprises, des patronats. Le MEDEF semble ne pas vouloir bouger sur ce qui existe. Vous semblez vouloir avancer un certain nombre de propositions. Vous lisez bien les journaux, je vois. Effectivement, je pense qu'il est temps, il n'y a pas de raison que le patronat échappe à une mesure de l'audience comme les syndicats de salariés ont eu. Donc j'ai fait une proposition, j'en ai parlé longtemps depuis 1 an avec le Premier ministre, j'en ai parlé avec Xavier Bertrand que vous citiez tout à l'heure. Je crois qu'il est normal que l'on puisse se mesurer également. Qu'est-ce que nous représente? Il faut lui demander à elle. Je crois savoir qu'elle aurait préféré éviter cette discussion. Mais moi je pense réellement que la CGPME, par exemple, est sous-représentée dans beaucoup de choses et que cette mesure de l'audience permettra peut-être de remettre les choses à plat. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Jean-François Braudbeau, d'avoir été notre invité. Merci, Jean-Louis, pour votre analyse ce soir. La suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. L'ONU, Washington, Paris, ce soir toutes les capitales condamnent l'attaque de l'ambassade britannique à Téhéran. Des dizaines de manifestants présentés comme des étudiants islamistes ont pénétré puis saccagé les locaux de 2 sites diplomatiques anglais à Téhéran. Ils réclamaient le départ immédiat de l'ambassadeur suite aux sanctions prises par la Grande-Bretagne contre le programme nucléaire iranien. Ce soir, Téhéran regrette cette agression. Abdelillah Ben Kiran, c'est le nom du nouveau Premier ministre marocain. Cet islamiste modéré a été nommé ce matin par le roi du Maroc, Mohamed VI. Son parti Justice et Développement, le PJD, a remporté les élections législatives, une victoire qui suscite beaucoup d'espoir. C'est la première fois qu'on expérimente le PJD et on attend beaucoup de choses d'eux. Qu'ils s'intéressent aux jeunes, aux femmes, aux hommes, au travail, à l'éducation, la santé, la justice, qu'ils fassent tout ce qui est bon. On est avec eux jusqu'au bout. Abdelillah Ben Kiran est chargé de former un gouvernement de coalition dans un contexte économique et social difficile.
Vilipendé par la droite, voté ce soir par un Sénat à majorité de gauche, le texte sur le droit de vote des étrangers hors Union européenne aux élections municipales a été adopté en commission des lois aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'a dit M. Guéant l'autre jour, les étrangers, s'ils votent, ils ne seront pas élus maires. C'est pas vrai. Une proposition jugée hasardeuse par Nicolas Sarkozy. Son étude en séance débute le 8 décembre. Tous les candidats doivent être sanctionnés. Tous. Concrètement, ça peut être quoi? Ça peut aller jusqu'où, dans votre esprit? Ils savent que 5% d'entre eux termineront l'année soit morts, soit blessés grièvement. Nicolas Sarkozy, pas du tout politiquement correct, alors qu'il parle de ses concurrents à la présidentielle. On croit rêver. Ce que vous voyez en réalité ici, c'est un montage vidéo. L'interview sur la crise donnée par le président de la République le 27 octobre dernier a été retouchée et détournée. Et quand il annonce sa rupture avec Carla, ça donne ça. Vous voulez que je vous dise que nous allons nous séparer? La réponse est oui. Regardons les choses telles qu'elles sont. Franchement, ma femme, c'est pas facile. Voilà, pas besoin de préciser que c'est un montage, bien sûr. Dans l'actualité, tout autre chose. C'est une bataille de chiffres et surtout à quelques mois de la présidentielle, c'est une bataille politique autour des chiffres de la délinquance. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et les députés socialistes derrière Manuel Valls se sont mutuellement accusés de mentir sur le bilan du gouvernement. Et sur ce sujet, la gauche compte bien ne pas se laisser déborder. On voit tout cela avec Bérengère Denglas. Il y avait en 2002 500 000 victimes de plus qu'en 1997. 17% de baisse de la délinquance depuis 2002, c'est le chiffre dont se targue aujourd'hui Claude Guéant. Une stratégie de communication que la Fondation Terra Nova a choisi de passer au crible. Pour eux, la politique du chiffre masque une réalité multiple sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur dit « Notre politique a épargné 500 000 victimes ». Je reste confondu. Et je veux dire, on abuse de la crédibilité publique. Il faut savoir ce qu'il veut dire par là. Pour la Fondation proche du Parti socialiste, pas question de laisser l'UMP s'accaparer la lutte contre l'insécurité. Pour les auteurs du rapport, à gauche aussi on peut parler de sécurité sans pour autant glisser dans un discours sécuritaire. Face à l'accumulation législative du gouvernement de Nicolas Sarkozy, 8 lois pénales promulguées après des faits divers depuis 2002, Terra Nova réclame une évaluation efficace des mesures mises en place. Le think tank propose ainsi d'appliquer des dispositifs existants et qui ont fait leurs preuves. Toutes les mesures de résolution des conflits qui ne nécessitent pas forcément d'être déférées devant la justice. Dans de nombreuses villes, on a réussi à mettre en place des médiateurs locaux, des correspondants de nuit, et ça marche très bien. Ça permet d'apaiser les relations localement et d'éviter de l'engrenage vers la violence. Des mesures de médiation aujourd'hui sacrifiées au profit de la vidéosurveillance. Les 2/3 du budget consacré à la prévention lui sont dédiés. Et notre invité sur cette bataille des chiffres, Cyril Risque, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes responsable des statistiques à l'Observatoire national de la délinquance. Alors on vient de voir ce sujet. Est-ce que quelqu'un a raison sur les chiffres ou est-ce que gauche et droite ont tort ? Alors on peut dire sur le bilan qu'on peut faire aujourd'hui sur la délinquance sur les dernières années qu'il est mitigé parce qu'il y a certains phénomènes qui sont en hausse et d'autres qui sont en baisse. Donc en fait, lorsqu'on analyse les chiffres dont on dispose, donc il y a 2 thermomètres. L'un, ce que la police et la gendarmerie enregistrent, et l'autre, ce que les victimes déclarent lors d'enquêtes de victimation qu'on fait avec l'INSEE. Et lors de la publication du rapport annuel qui a eu lieu la semaine dernière, on compare les 2 thermomètres en termes de résultats. Et sur l'ensemble des vols, on a une baisse assez forte, qui est due aux vols liés aux véhicules. Par contre, sur les cambriolages et les vols violents, on a une hausse. Donc si on veut établir un bilan, il faut se demander si tel type d'infraction qui est en hausse ou tel autre qui est en baisse, comment on se représente en termes d'impact sur les victimes, en termes d'impact sur le patrimoine. Globalement, voilà. D'accord. Il n'y a pas de possibilité, par contre, de proposer un chiffre unique pour résumer les choses. C'est une démarche simplificatrice. On a vu des braquages particulièrement violents, sanglants dans les Bouches-du-Rhône ces derniers jours. Est-ce que ces braquages-là sont plus nombreux, cette manière-là ? Alors ça dépend où on se situe sur le territoire.
sur l'ensemble de la France métropolitaine, c'est en baisse, mais dans les Bouches-du-Rhône, plus spécifiquement, c'est en hausse. Et cette tendance, si vous voulez, on avait connu une année 2009 en hausse, une année 2010 en baisse, et finalement, on retrouve dans les Bouches-du-Rhône une forte hausse sur les 12 derniers mois, puisqu'on est à plus 22%. Mais si vous voulez, ça concerne les vols à main armée, qui sont une partie seulement des vols violents, hein, c'est moins de 10%. Et donc la plupart des vols violents sont malgré tout des vols violents qu'on appelle sans armes, qui sont plutôt des vols à l'arraché, avec donc, il y a pas d'utilisation, comme dans les faits d'actualité récents, d'armes de guerre. Est-ce qu'il y a une délinquance des mineurs qui est plus forte, plus nombreuse aujourd'hui? Ce qu'on mesure avec les outils statistiques dont on dispose, ce sont les formes de délinquance où les mineurs sont le plus présents. Et là, ça concerne à nouveau ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les vols violents sans armes. Donc là, spécifiquement, il y a plus de mineurs qui sont donc auteurs à travers une approche multisource, donc plusieurs types de statistiques. Et souvent, nous, on met en avant que la plupart des victimes des mineurs auteurs sont des mineurs victimes. Et c'est vrai qu'il y a une approche un petit peu, je dirais, idéologique de la délinquance des mineurs de la part de chaque camp politique, l'une voulant plus réprimer les mineurs et l'autre pensant qu'il faut avoir d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que les principales victimes des mineurs sont d'autres mineurs. Et il faudrait avoir ça en tête, si vous voulez, sur aussi la prise en charge des victimes mineures. Dans un fait divers particulièrement grave. Alors je sais que ce n'est pas quand même votre rôle de faire des recommandations, mais vous tirez, je suppose, des enseignements de vos études. Est-ce qu'une proposition comme celle de créer un code pénal spécifique pour les mineurs et de sanctionner les jeunes délinquants dès 12 ans, est-ce que ça peut améliorer les choses, dans le sens ça peut aller dans le bon sens et limiter ce dont on vient de parler? Alors ce qu'on peut dire, c'est que la limite d'âge qui existe incite des personnes à demander à des mineurs de commettre des vols, et en sachant qu'ils vont de suite être remis en liberté. Mais finalement, ce sont des majeurs qui sont derrière ce genre de réseau. Donc c'est vrai que la limite d'âge a un impact, si vous voulez, en termes d'action sur la délinquance. Mais après, la question de savoir... Finalement, il y a un nombre assez limité de mineurs qui sont des multi-réitérants, comme on dit, qui posent énormément de problèmes. Et c'est vrai qu'une législation globale pour une fraction de personnes, ça semble un petit peu disproportionné. Mais en même temps, si on regarde le parcours pénal de certaines personnes, on peut s'interroger sur l'adaptation des réponses qui existent aujourd'hui. Mais comme je le dis, c'est un nombre limité de personnes. Donc il faut trouver un équilibre qui aujourd'hui est encore dans la balance. Alors vous connaissez bien, puisque vous faites cette cartographie de France, de la délinquance. On va voir le côté un peu plus positif. Est-ce qu'il y a des villes, des régions de France qui sont épargnées? Pas complètement, mais un peu plus épargnées que d'autres, où vraiment il fait... Alors ce sont les régions en fait les moins denses en population. On peut citer l'Auvergne, Poitou-Charentes. Quelques régions un peu plus peuplées comme la Bretagne ou le Loire-Atlantique sont aussi moins touchées. Mais c'est vrai que nous on s'intéresse plus. Et ça concerne les Bouches-du-Rhône, la région parisienne, le Nord. C'est-à-dire il y a des régions où, notamment sur les vols violents sont très concentrés dans le territoire, sur la région Île-de-France et la région PACA. Mais Poitou-Charentes, Auvergne, des autres régions, on retient aussi là où ça se passe voilà. mieux. Voilà. Merci beaucoup, Cyril Rizk, d'avoir été notre invité ce soir. On va finir par cette information au Sénat, en commission des lois. Le Sénat qui a rejeté donc de nouveau la proposition de loi du député Éric Ciotti visant à instaurer un encadrement de type militaire des mineurs délinquants. Voilà pour cette information. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission politique, Preuve par 3. L'invité ce soir, c'est le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand. Belle soirée à vous et à demain. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Quelle voix de stentor, Michel Brossior. On se croirait... Frédéric Mitterrand, j'essaie de rivaliser. Bonsoir. Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous. Déjà, oui. Vous répondrez tout à l'heure aux questions de Samir Tounsi de l'AFP, puis de Perrine Tarnaud de Public Sénat sur votre action... Votre bilan sur l'offensive de Nicolas Sarkozy, grand défenseur du droit d'auteur. 15 minutes, là. Ah, mais 45 minutes au total. Je parlais de l'offensive de Nicolas Sarkozy en direction des milieux culturels. Apparemment, 2 ans et demi de règne rue de Valois n'ont pas épuisé chez vous les charmes et l'intérêt de la fonction, Frédéric Mitterrand. Vous êtes prêt à rempiler en cas de Sarkozy 2. C'est ce que vous laisserez entendre, me semble-t-il, dans quelques semaines, dans un livre à paraître sur
des réflexions sur la politique. Entendre, hein, c'est ça. Oui, je vous laisse entendre. Par bien, vous allez être encore plus affirmatif voilà. dans un instant. Et ce livre s'appellera Le désir et la chance. Alors, vous avez eu le premier, et vous espérez garder la seconde. La chance. Non, la chance, on l'a dès le début quand on a là. Celle de faire un travail aussi intéressant, de rencontrer des gens comme vous. Enfin bref. Alors, on n'oublie pas la communication dans vos prérogatives au moment justement où s'éteint partout en France la télé analogique. Place donc à la télé numérique TNT, avec 18 chaînes nouvelles et puis 6 de plus qui sont annoncées. 19 et puis 6 qui vont arriver dans quelques mois. Est-ce que vous avez des souhaits, vous, de programme? Ah ben non, c'est pas à moi d'avoir des souhaits de programme, c'est au CSA de les avoir. Les candidats ont des souhaits de programme et le CSA arbitre. Très bien, Donc moi, je ne vais pas commencer à me mêler des décisions d'une instance qui est souveraine. Mais vous pouvez, comme ministre de la Culture et de la Communication, espérer de l'innovation toujours plus. Ça n'est jamais vraiment le cas, on a l'impression. Qu'est-ce qui n'est L'innovation sur toutes ces chaînes qui se multiplient, qu'est-ce que vous en pensez? Si, écoutez, c'est très innovant. Déjà, le fait de pouvoir voir toutes ces chaînes, c'est fantastiquement innovant pour les téléspectateurs. D'ailleurs, c'est fantastique de voir que quelquefois les téléspectateurs ont un petit peu de mal avant de se rendre compte de tout cela, comme moi-même d'ailleurs, parce qu'il faut déterminer un peu comment on va faire ces programmes. Mais c'est fantastique comme avancée. Et donc déjà, ça c'est innovant. Ça sera prolongé avec ces nouvelles chaînes, elles seront gratuites? Elles seront, ça c'est au CSA qui va le dire. Toujours. Vous savez, non, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes payantes, des chaînes gratuites. Les chaînes payantes sont soumises toujours à une certaine critique de la part de l'opinion. Et peut-être qu'il serait bien de renforcer aussi le secteur payant. C'est le CSA qui va décider. Mais vous, en tant que ministre de tutelle du service public de la télévision, est-ce que vous souhaitez que France Télévisions ait accès à ces nouvelles chaînes? Écoutez, pour l'instant, France Télévisions a déjà 5 chaînes à gérer. C'est quelque chose qui est très important. Et quand on dit que France Télévisions pourrait avoir accès à ces chaînes, tout de suite, il y a ce soupçon que ce serait peut-être l'État qui voudrait, etc. Le CSA décidera. Bon. D'ailleurs, est-ce que la situation à France Télévisions vous inquiète? Parce qu'on a beaucoup parlé des revers d'audience. Non, la situation ne m'inquiète pas. Moi, les revers d'audience, j'ai toujours connu ça. J'en ai même connu moi-même. Les revers d'audience, ça fait partie du lot de la télévision. Il y a aussi à France Télévisions des choses qui marchent très bien. Le sport, l'info, les documentaires. Il y a des séries. La série sur Hitler a très très bien marché. Apocalypse, magnifique. Oui, donc voilà. Est-ce que c'est vrai que le producteur-animateur Cyril Viguier a été lâché par France 3 et par l'Élysée? On lit ça dans les journaux. Mais dans les journaux que vous lisez, moi je ne lis pas les mêmes sans doute. Alors, vous avez des informations là-dessus? Sur ce sujet. Est-ce que moi, je ne suis pas du tout, vous commencez à me connaître, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là de savoir qui a fait quoi avec les intrigues et tout ça, c'est pas la peine de m'imiter là. Non mais c'est vrai, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai une question. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire à la limite. Les intrigues à la télévision? Oui, je l'assure. Côtoyer cet univers pourtant. C'est peut-être parce que je les côtoyer que je ne veux plus en entendre parler sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Que les intrigues ne m'apportent pas. Politique et télévisuel. Est-ce qu'il faut maintenir la nomination du président de France Télévisions par le chef de l'État, selon vous? Écoutez, pour moi, oui. Pour moi, oui. Je trouve non, on ne change rien. Le système qui existait avant était hypocrite. Le système qui existe maintenant est validé par le Parlement. Le candidat